Donc, allô Laurence, j'espère que ça va bien. Et oui, ça va super bien. Merci de l'invitation. Je suis vraiment contente d'être ici. Ben, gars, merci à toi. Pour vrai, tu m'as dit que c'est ton premier podcast, que tu étais comme invitée. Parce que Ouais. c'est ton propre podcast. Oui. Tu nous dis, c'est quoi le. C'est Complicité autour d'un café avec mon amie Sarah, que tu connais, Oui. que tu as déjà invitée, je pense, à ta saison 1 Ouais. de podcast. Exactement. Quand tu faisais pas ça en studio encore, Non, que c'était chez toi. Là. C'est ça. Que... Puis dans le fond, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est vraiment qui me touche, là, la culture des diètes. Puis j'aimerais ça un peu mettre les gens en contexte sur comme toi, dans le fond, tu es qui, tu fais quoi dans la vie, parce que je veux pas qu'on l'aborde de façon scientifique. Là. C'est vraiment une discussion que je veux qu'on ait de façon ouverte, mais je voudrais que les gens sachent un peu t'es qui avant de commencer. Oui, ben je suis nutritionniste. J'ai un blog de cuisine qui s'appelle Libre de manger que j'ai lancé en 2017. Donc, je partage mes recettes dessus essentiellement, aussi des articles en lien avec l'alimentation, la nutrition. Je suis active sur les réseaux sociaux au nom de Libre de manger partout, donc Instagram, TikTok, Facebook, Pinterest. Et je suis autrice également de 2 livres de recettes, dont un qui est juste ici, que je t'ai apporté. On va le montrer aux gens. Qui vient de sortir. Mais là, quand l'épisode va sortir, ça va faire quelques mois, quelques semaines. Donc, un livre. Pourquoi avoir appelé ça Libre de manger? Oui, bien parce que j'ai un passé de troubles alimentaires, en fait. Donc, j'ai souffert de troubles alimentaires pendant de nombreuses années. Et quand je me suis remis de mon trouble alimentaire, c'est comme ça que je me sentais libre de manger. OK. Et en fait, au début, quand je cherchais le nom, je visais un nom... on dirait que je voulais avoir un nom qui sonnait cute, qui allait être... C'est difficile de trouver un nom, là, pour... j'imagine que tu as peut-être eu de la misère, toi aussi, pour Short and Sweat, là, en tout cas. Fait que je faisais plein de tests. J'essayais de faire des mix and match. J'ai mis sur une feuille des adjectifs avec des noms, puis j'essayais de mixer quelque chose de cute qui sonnait bien à l'oreille, puis il n'y avait rien qui faisait du sens. Puis à un moment donné, je me suis arrêtée, je me suis reculée, je me suis dit, OK, pourquoi j'ai commencé à cuisiner? Puis le mot qui m'est venu en tête, c'est liberté, parce que cuisiner, ça m'a amené un grand sentiment de liberté. Puis c'était probablement le seul moment que la petite switch de trouble alimentaire dans ma tête n'était pas à on, puis j'ai switché à off parce que je voulais tellement me concentrer sur réussir la recette. J'avais aucune compétence en cuisine, puis j'avais aucun intérêt en cuisine avant comme 17-18 ans. Là. OK. Zéro. Puis vraiment, j'étais très mauvaise. Là, vraiment mauvaise. Ouais. Ah oui, vraiment. Mais quand je cuisinais, c'était mon moment, je me sentais bien. C'est comme si je pensais plus à perdre du poids, puis j'obsédais plus par rapport à mon corps et par rapport à tout ça. Donc, j'avais ce grand sentiment-là de liberté. Puis après ça, avec le mot liberté, tout de suite m'est venu libre de manger. OK. C'est comme ça que je me sens. J'aime vraiment ça. Libre de manger. Fait que comme ça fait tout son sens. Puis d'appeler ça comme ça, je me rappelle constamment pourquoi j'ai commencé à cuisiner, puis c'est quoi ma mission un peu d'aider les gens à se sentir libres de manger à leur tour. C'est ça. Puis quand, mettons, justement, tu as créé ton livre qui est une bible de collation. Moi, j'adore ce concept-là. C'est comme... Tu sais, j'avais jamais vu un livre de recettes juste de collation personnellement, là, avant le tien. Puis je me demande justement, comme, tu sais, quand tu crées justement, tu sais, c'est écrit plein d'idées savoureuses et nutritives, c'est que c'est pas juste des collations comme des biscuits. C'est aussi, le but, c'est d'être nutritif. Parce que si tu es passé nutritionniste qui fait ça, c'est-tu le fait que tu es nutritionniste, que tu... C'est ça? Ben c'est ça. Je veux que les collations, mon premier critère, c'est qu'elles soient bonnes au goût, là, parce que si c'est pas bon, on voudra pas y manger. Puis les gens vont les faire une fois, puis ils vont être là, OK, on l'a fait, je leur ferai pas, j'en ferai pas tes muffins aux germes de blé, là, c'est pas bon. On veut que ça soit bon d'abord et avant tout. Mais je voulais que mes collations soient soutenantes. Je voulais que ça soit rassasiant, parce que les gens, quand j'ai commencé mon blog, les gens me demandaient, t'as-tu des recettes de collations qui vont me soutenir plus que 30 minutes? Parce qu'ils mangeaient des collations, mais 30 minutes après, t'as faim. Là. Ta petite pomme, ça complète ta faim pleinement. Là. Donc, quoi manger? Donc là, je me suis dit, je vais faire des recettes, mais que je vais venir bonifier en protéines et en fibres. C'est ça qui fait en sorte que ça soutient plus longuement. Donc, en faisant ça, mes collations sont plus rassasiantes. Donc, non seulement c'est bon, mais ça va combler la faim plus longuement. Donc, vous n'aurez pas faim après 30 minutes. Full une bonne idée, pour vrai. Vraiment un bon concept. Merci. Puis... justement, on dirait que ça, quand tu dis justement que tu as eu un trouble alimentaire, est-ce que ton trouble alimentaire, tu penses qu'il a été créé par un peu la société? Bien, oui, forcément. Je pense que notre environnement influence beaucoup, beaucoup. Puis c'est pas pour pointer du doigt ma famille ou quoi que ce soit. Là. Je pense que tout le monde est impacté de près ou de loin par la culture des diètes. Donc, forcément, ma famille proche est impactée par ça. Donc, j'ai grandi avec beaucoup de commentaires dans mon entourage sur... tu sais, j'avais une maman qui faisait souvent des diètes, qui se trouvait pas belle, qui se critiquait, qui voulait tout le temps perdre du poids. Mais même si c'est pas orienté vers l'enfant,
les enfants, c'est comme des petites éponges. Ouais. Ça entend ça, puis les commentaires, ça rentre dans la tête, puis tu te dis, OK, ben ma mère, elle se trouve grosse, elle se trouve pas belle. Ben, ça veut peut-être dire que moi aussi, je devrais faire attention à mon poids. Peut-être que moi aussi, plus tard, je pourrais pas me permettre de manger du gâteau de fête. Donc, j'ai commencé à... C'est ça, j'ai beaucoup intériorisé ça. OK. Donc, j'ai commencé très tôt, dès le primaire, à faire des changements par rapport à mon ouais. alimentation, puis à faire attention à ça. Puis, tu sais, moi, j'ai changé dès le primaire. Je prenais du lait écrémé, mettons. Hein? Parce que ma mère prenait du lait écrémé, parce que c'était Au moins primaire? gras, c'était moins calorique, ouais. Oh mon Ça m'a Dieu. beaucoup joué dans la tête, puis parce que je suis plus petite, je suis petite Ouais. en grandeur, puis Ouais. je suis petite de taille. Fait que moi, les gens me valorisaient beaucoup par rapport à ça. Les gens me disaient, j'étais la petite Laurence. C'est comme ça qu'ils m'appelaient. Ouais, c'était beaucoup. Puis c'était tout le temps, t'es mignonne, t'es cute. Donc, c'était tout le temps des petits adjectifs qui mettaient l'emphase sur ma taille. Puis c'était beaucoup mis de l'avant. Fait que j'avais comme... On dirait que ça me définissait tellement que je me disais, plus tard, quand je vais grandir, si à la puberté, je perds ça. Ouais. C'est comme si je perdais mon identité. J'étais tellement valorisée que ma confiance en moi était un petit peu basée là-dessus. Fait que je voulais pas perdre ça. Fait que rapidement, c'est comme si j'avais mis l'emphase sur ça pour conserver cette caractéristique que je me disais, les gens, ça a l'air tellement important pour eux que je sois petite, parce qu'ils me le disaient tout le temps. Fait que... C'est fou comment on voit justement que les commentaires, même s'ils sont positifs, ils ont un impact. Tu sais, ça te fait du bien ta perte de poids. Ça a un impact. Là. La personne, elle va se dire, ben, je suis valorisée quand je perds du poids. Oui, puis c'est rare que l'intention est mauvaise. Oui, c'est ça. Puis justement, est-ce que tu as comme une espèce de définition de c'est quoi la culture des diètes? Soit pour toi ou soit selon le terme, on pourrait dire, élaboré. Là. Bon, en fait, la culture des diètes, c'est un système de croyance comme quoi que les corps minces seraient supérieurs aux corps gros. Donc, ça crée une sorte de hiérarchisation des corps, puis les corps minces sont comme en haut là, de l'échelle. Et ça sous-entend que forcément, quand tu es mince, tu seras en meilleure santé, tu aurais une meilleure sensation de bien-être, tu serais plus successful, tu serais plus aimé par les pairs, tu aurais tout qui serait plus facile, en fait, pour toi. Puis c'est vrai que vu que c'est tellement répandu, la culture des diètes contribue beaucoup à la grossophobie aussi. Donc, c'est vrai que dans notre société, c'est plus facile pour les personnes minces, puis les personnes grosses l'ont plus difficile pour différentes raisons. Donc, est-ce que tu savais que le terme grossophobie, il a été créé en 2019? 2019. 2019. Il a été mis dans les dictionnaires internationaux 2019. OK, mais ça existait avant, mais ça n'avait pas été... Ça n'avait pas été mis dans les dictionnaires. C'était pas un mot, un peu comme le... reconnu. Mettons courriel ou peu importe, là, cellulaire. Ça a été mis dans le dictionnaire en 2019. C'est parce qu'on est en 2024. Là. Ça fait juste 5 ans. Là, littéralement. C'est incroyable. Ça n'a pas de bon sens. Comme j'ai rencontré mon chum en 2019. Genre, moi, c'est comme... Quand j'ai fait j'étais comme, attends, là, ça fait des centaines d'années que ça existe, c'est ça. Mais, en fait, au moins une centaine d'années, dans le sens que ça fait longtemps que les corps sont jugés de par leur grosseur, puis ils sont jugés de par leur santé, si t'es gros, si t'es mince, quand on le sait que finalement, ça n'a aucun lien, tu sais. Puis moi, justement, c'est ça que je trouve, c'est que je trouve ça super insidieux, puis super... C'est très... Ça passe comme dans beaucoup de choses, puis j'ai l'impression que à cause que c'est tellement dans notre société, même si on se dit non grossophobe ou on se dit qu'on n'est pas dans la culture des diètes ou qu'on veut le bien des gens, il y a beaucoup de gens qui font des actions, des commentaires, des programmes, de whatever, qui sont dans la culture des diètes finalement. Mais qui s'en rendent pas nécessairement compte. C'est ça. Puis, en fait, on est toutes, aussi, tu as mentionné, qui sont pas nécessairement grossophobes. On a toutes, en fait, de la grossophobie intériorisée, mais on s'en rend juste pas compte. C'est ça. Donc, c'est d'en prendre conscience parce qu'on vit dans une société grossophobe. Donc, on en a tout à un certain niveau d'intérioriser. Donc, c'est d'en prendre conscience puis de le déconstruire tranquillement. En fait. C'est ça. Plus on est informé puis sensibilisé, on va le déconstruire, mais on a tout à certains niveaux. Là. Puis comment on peut identifier, admettons, la culture des diètes? Une personne qui consomme du contenu, par exemple, sur les réseaux publicitaires ou peu importe, comment tu peux identifier que c'est, OK, ça fait partie de la culture des diètes, ça, par exemple? Bien, tout ce qui inciterait les gens à perdre du poids et à se rapprocher de ce corps mince-là qui est valorisé, mis sur un piédestal. Donc, tout ce qui est les programmes de perte de poids, les fameux et les produits sur les réseaux sociaux, on a tellement, là, c'est des tendances, là, les thés détox, qui en fait, c'est des thés... Qui, dans le fond, c'est comme des laxatifs. Là, c'est ça. Ça te fait faire caca. C'est full dangereux. Tu perds tellement d'eau, tu te déshydrates. Donc, forcément, vite, ça balance, tu perds du poids, mais
t'as pas perdu de gras, c'est ton eau. Il y a des jujubes, des fois, perte de poids. Donc, tous ces produits-là qui sont minceurs, qui peuvent t'aider à perdre du poids, les programmes perte de poids, tout ce qui encourage ça de près et de loin. Puis aussi, beaucoup, il y a, mettons, Weight Watchers, ils ont refait leur branding, là, c'est genre wellness, je sais pas trop c'est quoi le nom, là, mais donc, des fois, ils vont évoluer, ils vont changer un peu la méthode parce que là, c'est plus trendy en ce moment à perdre du poids. Là. C'est ça. C'est de l'alimentation intuitive, on est sensibilisé par rapport à la culture des diètes. Donc, c'est ça qui est mis de l'avant. Donc, là, ils le savent, ils sont comme, mais là, c'est plus vendeur, là, ça marche plus. Là, c'est le bien-être. C'est pas nécessairement la perte de poids. Fait qu'on va viser la perte de poids, mais par le bien-être. Donc, ils vont comme c'est encore le fait d'amener les gens à vouloir perdre, en fait, à vouloir changer leur corps. C'est prends soin de toi, mais on va t'aider quand même dans ta perte de poids. Oui, c'est ça. C'est juste plus subtil, mettons. Mais ça reste que c'est l'objectif qui met de l'avant. Ça reste des calculs de points, là. C'est ça. Puis des plans hypocaloriques. Donc, mais j'ai l'impression que c'est parce que c'est quand même, mettons, moi, les gens qui veulent perdre du poids, je trouve pas ça pas correct. Dans le sens que les gens ont le droit, les gens ont le droit de vouloir perdre du poids. Puis j'ai l'impression souvent, les gens disent « Ah, mais là, ceux qui parlent d'alimentation intuitive, c'est comme si on était l'espèce de diable de l'autre côté du anti-perte de poids. » Mais c'est pas ça. Mais non. Il y a une grosse différence. C'est comme la différence, c'est le fait que si tu fais des choses... Moi, j'ai ma fameuse quote qui vise la santé. Tu vas avoir la shape, vise la shape, tu vas nuire à ta santé. C'est que en visant la santé, tu vas te mener à ton poids naturel qui est ton poids parfait. Là. Ton poids bien-être à tous les niveaux, dans le sens que ton poids naturel, là, ça veut dire que c'est celui qui te soutient le mieux, c'est celui que tu as une belle vie sociale, que tu es heureux, que tu n'es pas en dépression, que tu dors bien, que tu peux bouger en aimant ce que tu fais comme mouvement. Fait que c'est pas le poids du IMC, c'est pas ce poids-là, c'est pas le poids santé qui est mis en guillemets. Là. Puis c'est pas le poids de la fille full fitness que tu suis sur les réseaux sociaux, qui est comme elle veut son corps à elle. C'est peut-être pas un corps qui est santé pour toi. Là. Exact. Peux pas, on a toute une génétique différente et une ossature différente aussi. Oui, 100%. Puis tu sais, les gens aussi réalisent peut-être pas, mais comme le sacrifice que cette personne-là, peut-être que tu vois, puis tu penses que c'est comme... Parce que je me demande des fois pourquoi les gens veulent avoir cette shape-là. Souvent, ils se disent qu'ils vont être mieux, mais tu sais pas comment cette personne est dans sa tête. Peut-être qu'elle est malheureuse, là. Oui, parce que la santé, c'est tellement plus que la santé physique aussi. Là, ce que tu as mentionné par rapport au poids naturel, qu'on appelle aussi le poids d'équilibre, qui est comme le poids santé propre à chaque individu. C'est comme tu dis, c'est quand tu te sens bien dans ton corps, tu as une belle vie sociale. La santé, c'est pas juste la santé physique, c'est la santé mentale, la santé sociale, la santé financière, la santé à tous les niveaux. Donc, si la personne elle a un corps, des abdos, tout ça, de un, t'es pas nécessairement en santé physique parce que tu as des abdos. Si tu manges pas assez puis tu as plein de carences alimentaires. Tu pas de cardio, peu importe. En fait, tu as envie tout le temps de perdre connaissance parce que tu manges pas assez, ben t'es pas en bonne santé physique. Et mentalement, comme tu mentionnes, tu peux être très malheureux, être dépressif. Si t'as trop... tu mets trop d'emphase sur l'obsession du corps, justement. Puis, donc, il y a plein de facteurs qui peuvent rentrer en ligne de compte. Oui. Puis, en quoi la culture des diètes, justement, là, tu as mentionné que tu as eu un trouble alimentaire, mais est-ce que ça a eu d'autres impacts sur toi? Est-ce que tu as senti comme que ça t'a un peu, justement, les impacts que ça a eu sur toi, puis comment ça t'a fait évoluer, on pourrait dire, comment tu as évolué là-dedans, comment tu t'es... Moi, dans mon cas, j'ai commencé tranquillement quand j'ai sorti de mon trouble alimentaire, là, j'ai commencé à appliquer un peu les principes d'alimentation intuitive sans me rendre compte que c'était les principes d'alimentation intuitive. Donc, j'ai commencé à plus écouter mon corps. Parce qu'en fait, la culture des diètes t'incite constamment à suivre des facteurs qui sont externes, qui sont à l'extérieur de toi. Donc, suis notre plan alimentaire, tu n'as pas besoin d'écouter ton corps, suis notre plan, tu as juste à faire ça, manger telle quantité, tel aliment à tel moment, tu vas perdre ton 30 livres par mois, on te le promet. Et donc, ça t'incite constamment à sortir un peu de ton corps puis à te fier à des facteurs qui sont externes. Donc, c'est pas par rapport à toi. Tandis que l'alimentation intuitive, par exemple, t'incite à revenir à l'intérieur de toi puis à écouter, OK, est-ce que mon corps a faim? Quelle quantité de nourriture j'ai besoin en ce moment? Qu'est-ce que j'ai envie de manger aussi? Là? Mes envies, c'est important. Donc, donc, moi, ça a été beaucoup ça que j'ai commencé tranquillement à retravailler avec mon corps, à y faire confiance, à l'écouter, à travailler en équipe avec lui, puis arrêter de me fier à des diètes externes ou à des... Si j'entendais quelqu'un dire, par exemple, j'avais entendu, les bananes, c'est le pire fruit.
que tu peux pas manger, genre, ça reprend du poids. J'ai arrêté de manger des bananes pendant peut-être 2 ans. Là. Ah, pour vrai? À cause de ce commentaire-là. Essaye de penser à un aliment que j'ai peut-être pas mangé à cause... Ben moi, j'ai fait vraiment de l'orthorexie, là, fait de l'obsession à manger des aliments sains, manger parfaitement, que rien, comme pas de junk food, pas de trucs ça. Qu'est-ce que j'ai arrêté de manger? Ben beaucoup, mettons... mettons le McDo, là, genre, moi, des affaires de même, là, comme, c'était le diable, là. C'était comme, je peux pas manger du McDo. Tu sais, mettons, c'était plus, pour moi, c'était, comment je présente ça, un aliment, mettons, une poutine, c'était moins grave que du McDo. Parce qu'une poutine, je savais que c'était des frites, du fromage, de la sauce. Même si je sais c'est quoi. C'est quand que j'avais dans l'idée que je pouvais ne pas savoir ce que c'était, comme le McDo, il disait, là, tu sais pas ce que tu manges, c'est n'importe quoi, mais ça, là, c'était comme moi, c'était coupé. Tout ce que je sais pas c'est quoi, puis que ça peut être dangereux pour mon corps. Moi, j'étais vraiment dans, je te dis, l'obsession de genre, si c'est cancérigène, si c'est genre, c'est pas, mais je peux pas le manger. Parce que j'ai jamais été grosse, fait que j'ai jamais vécu dans un corps gros, donc j'ai jamais eu le besoin de comme comment je pourrais dire ça? Selon la société, me changer. Dans le sens que, selon la société, je fitais, là. Je fitais dans le cadre de la... nécessairement ressenti cette pression-là. Là. Non, jamais. Puis, moi, j'ai ressenti la pression, par exemple, d'être le plus en santé possible. Tu sais, comme... Puis aussi, tu sais, j'étais allée faire des pinces, là, faire des pinces... de gras, là. Ouais, de gras, là. Je suis un naturopathe. Puis, tu sais, quand tu te fais faire les pinces, ben c'est quoi l'objectif? C'est que la prochaine fois que tu refais les pinces, il y en ait moins, nécessairement. Ouais. Même si, tu sais, moi, je partais, là, j'allais faire mes pinces chez mon naturopathe, j'étais genre à 15 là. Comme pour une femme, c'est vraiment, vraiment pas beaucoup, là, 15 de gras. Là. Je pense que t'as même plus de menstruation à 15 Ben moi, j'en avais encore, mais pour vrai, je pense que c'était limite. Là. Tu sais, une femme, mettons, qui bouge, tout ça, comme... Mettons, aujourd'hui, je sais pas je suis à combien, parce que je m'y intéresse pas, mais tu sais, pour vrai, 15 c'est micro. Là. C'est vraiment pas beaucoup. C'est plus sain, en fait, 15 Je pense que le minimum, je me rappelle plus, là, parce qu'on avait un cours dans le bac en nutrition, justement, ça, d'ailleurs, je trouvais ça un petit peu... J'étais un peu contre ça. Là, on avait un cours qu'il fallait calculer, justement, notre pourcentage de matière grasse. C'est pas les pinces, mais c'était une machine, me semble, qu'on embarquait dessus, puis ça calculait tout ça. Là. Puis je pense que le minimum sain pour une femme, c'était comme début 20 là, c'est ça. Mais tu peux-tu croire que moi, j'étais à 15, puis qu'on a fini le rendez-vous en disant, bon, mais prochain objectif, c'est 14. Je te jure. Fait que, tu sais, c'est comme... Ça n'a pas de sens, là, tu sais. Fait que moi, c'était comme, OK, il faut que je perde encore plus de gras, il faut que je sois encore plus fit, là. C'est jamais assez. C'est jamais assez. Puis je me dis, les gens qui suivent des diètes, ce qu'ils savent pas, là, c'est que ça sera jamais assez. Mais c'est ça. Parce que on dirait qu'il faut toujours avoir un objectif dans la vie. Il faut toujours avoir un défi quelconque, un challenge, un objectif. Moi, mon objectif, là, c'est d'être le plus constante possible. Fait que d'être la personne qui a accumulé le plus d'années à prendre soin de moi. Voilà mon objectif de suite. Fait que moi, ça fait 11 ans que je prends soin de moi, que je m'entraîne, que j'essaie de bien manger, tout ça. Mais c'est ça, mon objectif. Fait que c'est de me rendre à 12, me rendre à 12 ans. Puis ça peut juste aller en augmentant. Mais à un moment donné, si tu veux perdre du poids, tu peux pas aller plus bas. Ben non. Il y a comme des limites. C'est ça. Puis quand t'es pas bien avec toi, tu te sentiras pas bien que toi-même à un poids plus faible. J'en ai entendu des histoires de gens qui ont perdu du poids puis qui pensaient vraiment que quand je vais atteindre mon objectif de perdre de poids, je vais me sentir mieux, j'aurai enfin confiance en moi, je vais enfin m'aimer. Non. C'est jamais assez. Puis il y a des gens qu'au contraire, ils me disent, écoute, j'ai jamais pesé autant, puis pourtant, j'ai jamais été aussi bien dans ma peau. Donc, c'est entre tes deux oreilles que ça se passe. Là. C'est ça. Ça n'a pas rapport avec le poids, c'est la balance, en fait. Ouais. Parce que les gens, moi, ce que je trouve plate de vouloir essayer de trouver comme une espèce de façon miracle, c'est que tu passes à côté de tout ce que la façon non miraculeuse t'apporte. Les notions miracles, c'est des choses comme des quick fix qui te font pas tomber en amour avec l'entraînement, qui te font pas tomber en amour avec l'alimentation, qui te font pas tomber en amour avec les bonnes habitudes de vie. Tu sais, aussi niaiseux que comme moi, je trouve que ça fait partie de la santé que de, mettons, avoir une belle routine matinale qui te rend heureuse, une belle routine du soir pour mieux dormir, admettons. Mais quand tu veux juste perdre du poids, là, ils te diront pas d'avoir une belle routine du soir pour bien dormir. Là. Ça n'aura pas rapport, genre. Fait que tu passes à côté de tout cet formidable aspect-là de la santé puis du mode de vie sain que le fait de vouloir perdre du poids ne t'amène pas parce que c'est pas rapide, puis c'est lent, puis c'est constant. Puis... Fait que c'est ça que je trouve dommage de toute cette idée de vouloir perdre du poids, c'est que tu passes à côté de quelque chose qui est vraiment merveilleux, finalement. Tu te fais sentir bien pour de vrai. Mais oui. Parce qu'en fait, l'objectif de ces pertes de poids-là, de ces programmes-là, c'est pas nécessairement de te faire sentir bien. Puis la santé, c'est juste d'atteindre le chiffre sur la balance. C'est ça. C'est cet objectif-là. C'est vraiment toute l'énergie mise là-dessus. Et
Ah, j'ai perdu mon fil de pensée. Il y avait quelque chose que je voulais dire. Mais moi, j'allais te demander, tu parlais de justement l'aspect psychologique, là. Ouais. Mais en quoi la culture des diètes, justement, peut avoir un impact négatif sur comme l'estime de soi, puis tout ça, comme même, tu disais, les gens, ils perdent leur poids, puis finalement, ils n'ont pas d'estime. Mais pourquoi? Comment t'expliques ça, le fait que finalement, ils n'ont pas plus confiance en eux ou pas plus d'estime d'eux? Ta relation avec ton corps, c'est dur à dire. Ça s'améliore pas, finalement? Ben non, c'est ça. C'est ta façon de te percevoir. Tu penses que ça va régler tous tes problèmes, puis tu te dis, je vais être plus aimée par mes amis, par exemple, puis tout va mieux aller dans ma vie. Mais est-ce que tu aimes tes amis parce que la personne est plus mince ou la personne est plus grosse? Ça n'a pas rapport. Ça définit pas ta personne. Tu changes pas en tant que personne. Donc, c'est comment tu te perçois, c'est ta relation avec ton propre corps. Puis tu vas toujours trouver tu regardes dans le miroir, on va toujours trouver des affaires qu'on aime moins, puis des défauts. Des failles. C'est normal, on n'est pas parfait. Donc, c'est d'apprendre à s'accepter en quelque sorte comme on est. Un lâcher-prise un peu aussi que le corps de la fille sur Instagram que tu vois, que tu dis, moi, j'aimerais savoir ce corps-là. Ben c'est peut-être pas sain pour toi. C'est peut-être pas un corps qui est accessible dans des conditions saines. S'il faut que tu te restreignes, tu t'empêches de manger plein d'affaires, des aliments qui t'apportent du plaisir, il faut que tu t'entraînes 2 heures par jour, puis des conditions extrêmes pour que tu sois capable d'atteindre ce corps-là, ben d'un, c'est pas simple, ça sera pas durable. Donc, c'est un peu un deuil des fois que les gens doivent faire de se dire, ben je pourrais pas avoir le corps de mes rêves, mais c'est pas fait pour toi. Donc, c'est d'apprendre à accepter ce corps-là que tu as, qui est propre à toi. Puis, fait que c'est un long processus d'acceptation. Oui, c'est plus un processus quasiment mental que de nutrition, j'ai l'impression. Tu sais, un nutritionniste joue une job de psychologie aussi, j'ai l'impression. Oui, il y a un côté très psychologique dans la relation avec la nourriture. Donc, mais on n'est pas psychologue non plus. Non, c'est ça. C'est comme s'il faudrait un travail d'équipe, genre. Oui. Psychologue et nutritionniste, genre. Oui, c'est ça. Ça peut être multidisciplinaire. Puis, effectivement. Je le vois vraiment comme ça. Puis moi, j'ai l'impression que au niveau de l'estime de soi, ce que ça fait, c'est que quand tu es en processus quand tu rentres dans la culture des diètes, tu es tout le temps en échec. Oui. Tu n'es jamais en train de réussir. Parce que, tu sais, oui, même si un jour tu vas perdre du poids, puis là, tu vas être fier de toi parce que tu as perdu du poids, parce que la culture des diètes te dit qu'il faut perdre du poids pour être fier de soi. Le jour que tu n'en perdras pas, tu vas être en échec. Le jour que tu vas avoir fait un écart dans ton plan alimentaire, tu vas être en échec. Il va toujours avoir des échecs accumulés. Puis on dirait que quand tu rentres dans un processus d'écouter ton corps, tu es tout le temps en réussite parce que si ton corps te dit que tu es fatigué puis il faut que tu te reposes, ben c'est une réussite de l'écouter puis de ne pas t'entraîner. Fait que tu es tout le temps en réussite quand tu es en optique de prendre vraiment soin de toi puis d'écouter ton corps. Fait que c'est pour ça que quand tu disais qu'il fait équipe avec son corps, ça l'amène juste des réussites, moi, j'ai l'impression. Puis les diètes, en fait, c'est fait pour échouer. Parce que c'est des solutions court terme. Donc oui, ça peut amener des résultats, mais court terme. C'est de suivre un plan alimentaire de 30 jours qui est super restrictif, que tu n'as aucun plaisir à faire. Est-ce que tu vas suivre ça jusqu'à tes 85 ans? Non, il n'y a aucune chance. Tu vas le faire pendant 1 mois, tu n'auras pas de plaisir, tu auras juste hâte que la 30e journée arrive, puis qu'après, tu recommences à manger normalement, tu te dis, je vais atteindre mon poids, puis après ça, on laisse aller ça, puis je vais être contente, ça va aller. C'est 100% ça. Mais c'est du court terme, puis ça amène des résultats court terme, puis forcément, après, quand tu recommences à manger normalement, tu vas reprendre le poids. Puis il y a même des chances que tu reprennes plus de poids que qu'est-ce que tu avais perdu. Donc, oui, mais ils ont fait des études. J'ai lu le livre dernièrement de Karine Gramil, qui est de la culture des diètes à l'alimentation intuitive. Puis elle partage beaucoup d'études dans ce livre-là. C'est pour ça que moi, j'ai autant aimé ça. Là. Puis il y a une étude qui a été faite sur des gens, justement, qui suivaient des diètes. Puis ils voulaient étudier le métabolisme qui ralentit. Là, le fait que tu peux moins... Dans le fond, le métabolisme, pour mettre une définition, c'est le fait que l'énergie calorique que tu brûles à faire tes activités normales sans ajout d'activité physique. Mettons, là, juste comme respirer, être toutes les réactions chimiques de base dans le corps. Dans ton corps. Puis il y avait des études qui ont démontré que, dans le fond, quand tu suis justement des diètes restrictives ou des plans alimentaires ou tout ça, ton métabolisme de base, par exemple, s'il était de 1600 calories, bien, il peut facilement descendre jusqu'à aller à 1200 calories à fonctionner. Fait que là, il y a 400 calories de moins que tu peux manger pour maintenir la même vie, finalement. Fait que là, tu te nuis sans arrêt à venir tout le temps réduire ton métabolisme de base. C'est pour ça que c'est court terme, parce que justement, tu fais quelque chose pendant... Moi, je trouve que c'est ça, la culture des diètes, ce qu'elle a comme impact au niveau de la nutrition à court terme, c'est qu'au début, elle t'amène un sentiment, justement, comme tu dis, de genre, j'ai réussi. Je l'ai fait, j'ai suivi mon plan pendant 30 jours. Oh mon Dieu, mon challenge, j'ai fait. Là, full réussite, puis là, full fierté, full perte de poids, mais comme dans un pic, là, super comme élevé. Puis la chute, a fait mal.
Ben oui. Vraiment. Puis tu as l'impression que c'est toi qui as échoué, que c'est toi qui manque de discipline. Ah, j'ai pas été constant. Ça sera jamais de leur faute. C'est ça. C'est toi le problème. Ouais. T'es pas assez discipliné, t'es pas constant. C'est toi qui as fait échouer ça. Fait que là, il faut que tu retombes dans un autre plan alimentaire constamment. Fait que t'as l'impression que c'est toi le problème, mais non. C'est pas l'outil. C'est pas le programme alimentaire. Puis c'est pas ça le problème, c'est toi. Ouais. Mais ce que les gens réalisent pas, c'est que... Puis moi, je veux pas attaquer personne. Si tu sens juger, mets-toi le chapeau. Mais souvent, les personnes qui font la publicité de ces programmes-là vont montrer justement la réussite à court terme de leurs clients. Ben oui, avec des photos avant-après. Avant-après, mais ils montreront pas l'échec à moyen long terme de ce même client-là ou de 90 de leurs autres clients qui n'auront pas eu la réussite du 10 de leur clientèle qui ont dit « Hey, regarde, moi, je l'ai eu, ma réussite. » Ouais. Mais c'est parce que les gens... ils ne diront pas qu'ils ont été en échec. Ils n'auront pas une fierté de dire... Ils ont honte. Fait que tu n'as pas accès à tous ces échecs-là que ce programme alimentaire puis cette façon de cette diète-là a eu. Fait que c'est super insidieux. Puis c'est là que ça devient super comme... dangereux. Puis ça, parce que ce que tu vois, c'est l'aspect vendeur du avant-après de 10 clientes, peu importe. Mais cette personne-là, elle a des milliers de clientes. Sont les milliers de photos de tous ceux qui ont... il n'y en a pas 1000, justement. Oui, d'avant-après. Tu sais, ils vont dire... Je pense que la photo, ils ne savent pas nécessairement... dans 6 mois, la personne a-tu maintenu? La personne qui vend le plan alimentaire, sûrement, ne le sait même pas. C'est ça. La cliente a envoyé la photo, elle se dit, OK, mon plan a marché sur du court terme, mais est-ce qu'elle fait des suivis sur le long terme? Qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce qu'elle a repris du poids? Comment va sa santé mentale? C'est ça. Comment va sa relation avec la nourriture? Comment va son estime personnelle, son image corporelle? On le sait pas, ça. Non. C'est juste, l'objectif, c'est juste, fais mon plan alimentaire, tu vas perdre du poids, je vais avoir une belle petite photo pour mes réseaux sociaux. Ouais. Ça va faire la promotion, ça va marcher, ça va me faire vendre encore plus, parce que c'est vendeur, comme tu dis. C'est tellement vendeur. Les gens me disent ça, c'est encourageant, c'est des faux espoirs, en fait, c'est des fausses promesses. Quand t'es pas bien avec toi, que t'es désespéré, que t'es prêt à tout faire pour perdre du poids, tu vois la photo, la personne elle a un corps similaire à toi dans le avant, tu te dis, ben comme moi, pourquoi moi je pourrais pas... OK, on se force 1 mois, on donne les bouchées doubles, je vais faire comme elle, puis moi aussi, je vais avoir ma petite photo après. Ouais. Mais elle sait pas que la fille a peut-être déjà repris ce poids-là, puis qu'aujourd'hui, elle se sent pas bien, puis qu'elle a peut-être développé un trouble alimentaire aussi. Exact. Donc, ça, on le sait pas. Une photo, ça dit pas tout ça, là. Puis ce que les gens, il faut vraiment qu'ils comprennent, c'est que quand tu développes un trouble alimentaire, pour vrai, c'est très difficile de revenir de ça. Vraiment. Comme moi, j'ai encore des fois, je le vois dans mon comportement, j'ai encore des fois des petites touches d'orthorexie, là, comme, pour vrai, moi, aller au McDo, là, ça va être vraiment tough, là. Oui, difficile. Je sais pas quand est-ce que je vais retourner au McDo dans ma vie. Ah, t'es pas retournée? Ben, je suis retournée, mais genre, me prendre un vrai plat du McDo, comme, pour que moi, là. envie, là, que tu ressens. Okay. Non, c'est pas encore arrivé. C'est un blocage encore. C'est un blocage encore. Tu sais, comme, une année, j'avais goûté il y avait sorti un Big Mac au poulet. Ouais. Puis mon chum, on voyait les annonces et panneaux, puis il était comme, on va aller le goûter. J'ai pris, mettons, 2 bouchées du Big Mac. Puis moi, je suis allergique au bœuf, là, c'est pas, je vais pas prendre de Big Mac normal, mais j'avais goûté au Big Mac au poulet, mais comme, c'était pas mon repas, puis j'ai pas enjoy, là. C'était genre, je goûte pour savoir que ça goûte, mais j'ai pas envie de le commander, là. Comme, j'ai un blocage du McDonald's. Même aller prendre un café du McDo. Ma mère, elle me dit que les lattés du McDo, c'est les meilleurs. Moi, aller prendre un café du McDo, c'est non. Ah, à cause du McDo. Là, le McDo, pour moi, c'est le symbole de la malnutrition de la Isabelle orthorexique. Tu comprends? Fait que ça a vraiment un impact, là, comme... Moi, c'est au point que, genre, des fois, j'ai des pensées de comme... Mettons que mon enfant a une fête d'amis puis qu'il mange du McDo, comment je vais me sentir? Tu sais, c'est à ce point-là. Fait que ça reste... Fait que, parce que je sais que le McDo, c'est pas la fin du monde, là. Ben comme au fond de moi, là, là, je peux te dire, là, c'est pas la fin du monde, le McDonald's, là. Mais la Isabelle orthorexique, elle a mis ça comme si c'était le symbole de la malnutrition puis qu'elle ne peut pas manger ça. Fait que ça reste des symptômes de tous les troubles alimentaires que tu as développés à cause de la culture des diètes, là. Ah, c'est fou, ce contrôle-là qui reste un petit peu là, avec le temps, puis ces petites pensées, cette petite voix-là, ça peut être long avant de se débarrasser à 100% de tout ça. Donc, c'est à prendre au sérieux. Puis, c'est ça. Puis quelqu'un qui est plus sensible à ça, qui fait un plan alimentaire de 30 jours, 45 jours, peu importe, peut tomber là-dedans. Il y a des gens plus sensibles que d'autres, là, mais quelqu'un qui est déjà sensible à ça, c'est ça, là, ça peut... Moi, j'en ai plein de témoignages de gens qui, justement, ils ont tombé dans des troubles alimentaires à cause de ça, puis qu'ils ont surtout appris des choses qui étaient de la
pas bonne information, finalement, qui maintenant, ils ont pris pour de la réelle, de l'information pour du cash, là, tu sais. Puis qu'ils appliquent dans leur vie en disant, ben non, j'ai appris, là, c'est ça, là. Puis, mettons, ils pensent que, mettons, pour faire fonctionner leur corps avec un gros entraînement par jour, puis ça, il faudrait qu'ils mangent, mettons, 1500 calories, mais en vrai, il faudrait qu'ils en mangent 2200. Mais eux, ils ont appris qu'une femme, c'était 1500 calories, sinon ça grossit. Donc là, l'emphase, c'est à l'extérieur de soi, encore une fois. Là. On se dit, OK, j'ai ce chiffre-là en tête, il faut que je respecte ce chiffre-là, donc je vais tout adapter autour de ça. Plutôt que de simplement... Notre corps nous envoie juste des signaux pour nous dire, quand tu as faim, c'est que ton corps a besoin d'énergie pour que cette belle machine-là puisse continuer à fonctionner, tous les organes, toutes ces réactions chimiques-là. Donc, si on faisait juste écouter notre corps puis on lui donnait à manger qu'on a faim, on n'aurait pas besoin de calculer, OK, là, j'ai mangé tant, je suis rendue à temps, là, j'ai besoin encore de temps. Parce que de jour en jour aussi, ces besoins-là changent. À un moment donné, tu dors moins bien, ça se peut que tu aies plus faim parce que ton corps est plus fatigué, donc il a besoin de plus d'énergie. S'il y a une journée que tu bouges plus, que tu es plus actif, ben, ton 1500 calories... non, c'est ça. Il y a des journées qu'on a besoin de plus de calories que d'autres, donc... Puis moi, je le dis souvent, puis je vais le répéter, ça me dérange pas de le répéter sans arrêt. Tu sais, quand ils font « on va faire un plan alimentaire personnalisé ». Honnêtement, là, la personne qui peut te faire un plan alimentaire personnalisé, c'est une personne qui passe toutes ses journées avec toi, qui sait comment tu as dormi, combien tu as fait tu t'es levé de ton ordi, si tu as fait une randonnée cette journée-là, si tu as été prendre une marche. Parce que il y a tellement de facteurs qui vont influencer le nombre d'aliments que tu as besoin qu'il y a personne... Il faudrait qu'il te fasse genre 20 programmes personnalisés pour une personne pour tous tes types de journées. La journée que tu es resté sur le divan, la journée que tu as marché, la journée que tu as fait un workout et une marche. Puis là, ils vont dire, oh non, mais il me dit de rajouter des collations. Combien? Comment? Tu sais, comme, il y a juste toi qui le sais, là. Il y a juste toi qui sais, pour de vrai, combien tu as besoin d'aliments, puis quel genre de vie sociale aussi tu as eu. Là, si tu as un cheat day mettons, un cheat meal par semaine ou 2, mettons. Puis ça veut dire que tu peux pas avoir 3 sorties sociales parce que tu as juste 2 cheat meals par semaine. Fait que comment... Toute ta vie commence à tourner autour de ça pour que ça s'adapte au plan alimentaire. Donc, j'ai encore perdu mon idée. Des fois, je t'écoute parler, j'ai des affaires qui me viennent en tête. Puis, attends, tu disais... Que personne ne peut savoir combien il faut que tu manges. Oui, c'est ça. C'est pour ça que les nutritionnistes, on n'est pas en faveur des plans alimentaires. Puis quand on rencontre un client, ben là, je dis, mais moi, je fais plus de consultation clinique individuelle, là, mais la nutritionniste va avoir un long rapport, puis elle va vraiment faire une évaluation complète de la personne pour comprendre c'est quoi ton contexte de vie. Tu sais, t'es qui en tant que personne pour adapter justement les recommandations à la personne et que ça soit pas juste, OK, voici ta grandeur, voici ta tête, donc il faut que tu manges ça. Non. T'sais, si tu travailles 15 heures par jour, clairement, je ne vais pas te dire de cuisiner tous tes repas, tu n'as pas le temps. Non, c'est ça. Donc, c'est d'adapter les conseils à la réalité de la personne. Et c'est ça, donc c'est personnalisé selon chaque personne. Donc, je trouve ça bien que tu dises ça aussi par rapport au fait de, pas juste qu'est-ce que tu manges, mais la façon de s'alimenter. Dans le sens que, comme moi, c'est vrai que quand j'étais obsédée pour mon alimentation, pour vrai, je prenais tellement de temps à préparer mes aliments. Parce que j'en étais obsédée, il fallait que je lave toutes mes affaires. Il fallait que je les lave bien. Fallait que j'enlève les pesticides. Tu comprends, là? Fait que là, ça me prenait tellement de temps dans ma vie, m'alimenter. Ah, c'est sûr. Que ça aussi, c'est comme, tu sais, je regarde justement des plans alimentaires qui disent, admettons, il faut que tu cuisines tel type de repas. Puis là, c'est un repas qui prend, mettons, 1 heure à cuisiner. T'arrives après le travail, tout le monde crie dans la maison qu'ils ont faim. Non, faut que je fasse le repas qui prend 1 heure. Mon plan alimentaire me fait manger un repas qui prend 1 heure à cuisiner. Ah oui. C'est pas réaliste, là. C'est zéro réaliste. Il y a des moments, là, où faut que, genre, t'aurais juste envie de sortir le truc congelé, là, puis de le mettre dans le four 15 minutes, que ce soit prêt, puis que, comme, on n'en parle plus, là, parce que tout le monde crie dans la maison, là. Ben oui. Mais là, tu peux pas. C'est ça. Puis là, si tu le fais pas, tu te sens coupable. Tu te sens coupable. T'es comme, ouais. C'est ça. Je peux respecter mon plan. Mais c'est pas adapté à la personne puis à la réalité. Donc, ces plans-là que la personne vend par milliers, là, est-ce que ces milliers de personnes-là ont toutes la même vie? Ont toutes des enfants? Ils ont toutes le même travail, les mêmes horaires de vie? Non. Non. Ils ont toutes les mêmes envies aussi. Goûts. C'est ça que j'allais dire. Les saveurs. Non. Exact. Puis, c'est quoi, mettons, que tu dirais qui est une approche qui serait axée sur le bien-être, comme une nutritionniste ferait, versus une approche qui est axée
diète amaigrissante, mettons? Mais ça va être des recommandations. On va y aller par petits pas. Donc, on va regarder, OK, c'est quoi le portrait global de la personne? C'est quoi ça... Mais pourquoi la personne vient voir une nutritionniste de un? Est-ce que c'est pour améliorer sa habitude de vie de façon générale ou est-ce que c'est un problème gastro-intestinal ou peu importe la raison? Et si c'est pour les habitudes de vie de façon générale, on va regarder, OK, est-ce que tu as tout le temps... Quand tu arrives à l'heure du souper, par exemple, est-ce que tu es tout le temps super affamé? C'est quoi les différentes problématiques? Donc, on va se faire un portrait un peu global de l'alimentation de la personne. Et là, on va faire des recommandations, des petits pas. Donc, qu'est-ce qu'on peut venir améliorer dans... Est-ce que tes repas sont complets à tous les jours? Est-ce que tu aurais besoin d'ajouter des collations? Est-ce que c'est quoi aussi le contexte alimentaire? Est-ce que tu manges tout le temps rapidement sur le coin de ton bureau puis tu prends pas le temps de savourer puis tu n'as pas vraiment de plaisir à manger, mais si tu prends jamais le temps de manger, savourer, c'est peut-être ça. Donc, on va regarder vraiment le portrait global et on va faire des recommandations adaptées à la réalité de la personne puis ça va être des trucs qui vont... qui sont réalistes pour la personne. Donc, on va pas dire justement, comme tu disais, OK, t'as pas le temps de faire à manger. Ben non, à soir, cuisine un repas d'une heure. C'est ça ma recommandation pour toi. Non, ça va être adapté à chaque personne. Puis c'est des petits pas par petits pas. Parce que comme les diètes, on disait, c'est des solutions court terme qui amènent des résultats court terme. Mais nous, on veut que la personne se sente bien. Donc, on veut que ça soit des recommandations qui conviennent à la personne, qui sont réalistes pour elle et qui vont perdurer dans le temps. Donc, on ne veut pas juste des changements d'un mois. On veut que la personne, sur le long terme, pendant des années, se sente mieux. Moi, j'ai l'impression que les diètes amaigrissantes aussi, ce qu'ils font, comme tu disais tantôt, c'est que tu en as toujours besoin. Il faut toujours que tu recommences. Un nutritionniste devrait que tu n'en aies plus besoin. Que tu puisses comme devenir autonome dans ton alimentation. Là, ben oui, il n'y a pas de... Les nutritionnistes, on ne veut pas que les gens viennent nous voir constamment, puis qu'on se dise ils ont besoin de nous. Non, c'est ça. Qu'ils ne pourront jamais... Non, là, c'est pas... on veut pas juste... on veut pas se faire de l'argent sur le dos des gens. Non, on veut les aider, puis après ça, voler de vos propres ailes. Puis souvent, on va le dire aux gens, tu es la meilleure personne, la personne la mieux placée pour savoir quoi et quand manger. Donc, la nutritionniste va guider la personne, va le conseiller, va l'amener dans ses pistes de réflexion, puis elle va s'assurer, est-ce que ça te convient, qu'est-ce que je te dis? Est-ce que ça se concorde avec ton mode de vie? Est-ce que tu es d'accord avec moi? Toi, t'en penses quoi? Donc, c'est vraiment un travail de partenariat. C'est pas, ah non, moi, je suis la nutritionniste, je te fais ton plan, fais ça, puis fais juste m'écouter, puis tu vas perdre de temps de livre. C'est pas ça. Donc, Fait que tu dirais qu'une approche qui serait axée sur, mettons, la culture des diètes, les diètes amaigrissantes, la différence, c'est que c'est pas justement un partenariat, puis c'est plus des changements, on pourrait dire beaucoup de changements en même temps, ou des... C'est extrême, c'est rapide, c'est pas plaisant, puis c'est zéro personnalisé, puis c'est externe à toi. La personne ne va pas te dire non, écoute ton corps, parce que quand la personne travaille en équipe avec son corps, après, elle n'a plus besoin là, de la personne qui vend son plan alimentaire. Là. Non, c'est ça. Une fois qu'elle s'écoute, là, puis elle comprend, OK, moi j'ai envie de ça, quand j'ai faim, je mange. Mais tu n'as plus besoin de payer des centaines, milliers de dollars pour les plans alimentaires. La personne veut que tu dépendes d'elle, en quelque sorte, puis que tu rachètes tout le temps son plan, puis son plan Beachbody, tout ça, puis c'est ça. Enfin, dans le fond, c'est comme... Moi, je me dis souvent, si la personne, justement, elle veut plus faire d'argent que de t'aider, c'est ça qui est problématique. Tu sais, quand que la personne est là pour te... Elle veut plus... Tu sais, comme... Je vais pas viser personne, j'ai de la misère avec ça, là, mais... Tu sais, si vous sentez que vous êtes là surtout pour votre argent et non pas pour votre bien-être, ben allumez des cloches. Là, c'est là qu'il faut que ça sonne. Là, c'est là que ça devient problématique puis qu'il faut que ça sonne. Fait que, oui. C'est très payant, c'est une industrie extrêmement... Ben oui, parce que il y a full de vulnérabilité. Là, il y a full de vulnérabilité dans ce domaine-là. Puis je comprends. Parce que pour vrai, comme moi, quand j'avais des boutons, par exemple, tu aurais pu me vendre n'importe quelle crème si tu m'avais promis qu'elle m'enlevait mes boutons. Fait que je comprends. Ça joue sur le désespoir des gens, sur les insécurités. Oui. Ils se disent, OK, c'est quoi les insécurités? Ton petit bourrelet. OK, ben moi, je vais te le faire perdre, ton petit bourrelet. Achète mon programme, là, je te le dis. Telle photo de tel client, ça fonctionne. Crois-moi, je te le promets. C'est ça. Fait que ça joue sur ça, sur le manque de confiance des gens et des fausses promesses. C'est très puissant et c'est pas... les gens ne sont pas nonos de tomber dans le panneau. Ils sont simplement vulnérables et c'est des victimes là-dedans, en quelque sorte. Donc, c'est difficile. C'est vraiment ça. Il ne faut pas que les gens se sentent responsables puis il ne faut pas que les gens se sentent comme niaiseux. Non. C'est pas ça. Mais non. C'est que c'est tellement fort. Oui. Ils sont tellement puissants. C'est subtil. Puis vu que maintenant, ça a évolué, ça joue sur le bien-être.
C'est pas autant dans ta face, OK, perte de poids, calcul de points. Là, c'est on veut prendre soin de toi, mets-toi en priorité, ton bien-être. Mais là, il y a quand même des affaires que tu peux pas manger. C'est ça, il y a quand même des affaires que tu mangerais pas, puis qu'il y a quand même un plan alimentaire, puis il y a quand même... En surface, ça paraît pas trop, mais plus tu t'informes, puis là, tu reçois le document, t'es comme, OK, il faut pas que je mange ça. C'est ça. Puis là, ben, tu sais, moi, pour être, dès que je vois des photos avant-après, on dirait que ça fait automatiquement dans la tête, ça ping! Plan. C'est comme, je me dis toujours, s'il y a une photo avant-après qui est axée sur la perte de poids, c'est nécessairement de la culture des diètes, là, comme c'est pas d'autre chose. Parce que, tu sais, moi, je me dis, mes clientes à moi, mettons, ce que j'aime recevoir, c'est tous des témoignages de bonheur. Moi, j'aimerais ça avoir des avant-après de bonheur. Tu sais, c'est niaiseux, là, mais... À quel point ça leur fait se sentir bien. Mais surtout se sentir... Pour vrai, moi, je les sens heureux et heureuses, parce que maintenant, on commence à avoir plus de gars. J'en suis contente. Parce que oui, il y a des gars sur mon application. Mais quand je reçois des témoignages que les gens sont heureux, c'est là que je trouve que mon travail est fait. T'sais, c'est pas par la perte de poids. Tu as le droit d'être fier de toi. Dans le sens que tu as le droit que si la conséquence qui t'est arrivée de parce que tu as pris soin de toi, ça a été de perdre du poids, tu as le droit d'être fier de toi, là, comme parfait. Mais parce que il y a des gens que c'est le contraire, ils devraient prendre du poids s'ils prendraient plus soin d'eux. C'est ça. Pourquoi si on met pas ça de l'avant? Oui, c'est comme... Puis c'est quand, vu qu'on met l'emphase sur, OK, bravo, la personne a perdu du poids, mais si justement la personne, elle a pris du poids parce qu'elle avait un poids qui était insuffisant ou elle a gagné du muscle, fait qu'elle pèse plus lourd sur la balance, par exemple, bien là, la personne ne se sent pas nécessairement bien parce que tout ce qu'elle voit autour d'elle, c'est, OK, la personne a perdu du poids, félicitations, bravo, mais moi, j'ai pris du poids, mais je suis en meilleure santé, je me sens mieux. C'est ça. Mais là, tu te compares c'est pas valorisé. C'est pas valorisé, puis la personne se sent coupable, puis là, en question toutes les belles compétences et les habitudes qu'elle commence à instaurer dans sa vie. Elle est comme, ben là, est-ce que je continue à bouger puis à bien manger? Moi, j'ai pris du poids, mais je me sens jugée ou je me sens pas bien avec moi parce que j'aimerais ça, moi aussi, avoir ma petite photo avant-après de perte de poids, mais... Vraiment. Puis, tu sais, les commentaires, pour vrai, moi, tu viens de penser à ça parce que tu me disais, tu sais, le fait de prendre du poids puis de, mettons, du muscle. Moi, mettons, quand j'ai commencé à m'entraîner, là, tu sais, nécessairement, au début, quand tu t'entraînes, ça sera pas comme vraiment nécessairement l'ordre que tu veux, le changement corporel. Moi, parce qu'on n'a pas le contrôle là-dessus. C'est ça. Moi, l'ordre, ça a été, je suis devenue full musclée, mais j'ai pas perdu de gras nécessairement en même temps. Fait que là, j'étais comme... Ben, c'est ça, j'avais des beaux gros muscles avec encore comme du gras de poutine puis de shooter dans les bars que je prenais, tu sais. Fait que, mais ma famille, ils m'ont peut-être vraiment beaucoup de commentaires dans ce temps-là sur comme, ben là, tu t'entraînes trop, ben là, t'as de l'air d'un homme quasiment. Genre, j'étais plus musclée, comme plus large, mettons. Ouais, c'est ça. Mais j'étais dans un processus qui était super comme bon pour moi. J'allais au gym enfin, je prenais enfin soin de moi. Je me sentais bien. Je me sentais bien. Je m'intéressais enfin à comme ma santé un peu. Tu sais, avant, je prenais zéro soin de ma santé. Puis tous les commentaires que je recevais, c'était « c'est trop, Isabelle. Isabelle, c'est trop ». Parce que c'était juste axé sur le physique. Oui, si tu correspondais pas aux standards de beauté, sûrement que ils voulaient que tu sois musclé, mais pas trop. Pas trop. Encore délicat. C'est ça. Musclé, mais délicat. Oui. Pour vrai, c'est fou, là. Comme, moi, ma famille, ça a été ça. Mais là, maintenant, ils sont zéro comme ça. Là. Ils ont changé. Puis aujourd'hui, je pourrais être n'importe comment. Mais, tu sais, pour vrai, le premier commentaire que j'ai eu, là, je me suis dit, j'étais dans un souper de famille. On était au restaurant, à l'académie. Puis ma famille, ils ont tous dit le même commentaire. Oh, c'est beaucoup, Isabelle, là. C'est trop, là. Là, tu sais, comme c'est pas nécessaire. Mais avant, j'avais jamais eu de commentaire sur mon corps. C'était toujours été correct parce que moi, j'ai toujours la grande, quand même mince, et puis tout ça. Mais là, vu que je prenais du muscle, là, c'était trop. Là, j'étais rendue un peu grosse, là. Un peu comme... Pas dans leur standard à eux, là, tu sais. Ça, c'est un bel exemple parce que tu sais, mettons, les vidéos « Une journée dans mon assiette », si quelqu'un sur les réseaux sociaux qui a un corps gros, qui fait ça, elle va recevoir tellement de commentaires. Ah, c'est horrible, hein? Méchants. Mais si une personne mince fait la même vidéo... Même journée. Même affaire. Ouais. Ça va être des beaux commentaires, ça ne sera pas méchant. Donc, ce qui dérange les gens, c'est le corps de la personne. 100%. Mais si quelqu'un est mince, comme tu disais, tu n'avais pas nécessairement le meilleur mode de vie. Non. Mais tu n'avais pas de commentaires. Ça dérange pas les gens. On m'aurait quasiment dit, pour vrai, « Ah, c'est bien que tu montres l'équilibre. » Si j'avais été mince puis je mangeais de la scrap, admettons. Ben oui. On m'aurait dit, tu es un bel exemple d'équilibre. Puis si c'est une personne grosse qui mange de la scrap une fois de temps en temps dans ses vidéos, ah ben là, elle est grosse parce qu'elle mange de la scrap. Ça explique pourquoi. Ouais. Ah oui. Ah, c'est épouvantable. C'est dégueulasse. Ouais. Donc, qu'est-ce qui dérange les gens, c'est pas le mode de vie, c'est le corps.
Donc, ça, c'est la grossophobie. Puis il y a des personnes minces qui sont pas en santé, mais eux, ils en auront pas de commentaires. Non. Parce qu'ils dérangent les gens, c'est ça. C'est pas le mode de vie puis les habitudes de vie. En réalité, c'est vraiment le corps de la personne. Puis la culture des diètes sous-entend comme quoi qu'on a le contrôle de notre poids, qu'on pourrait facilement et rapidement perdre du poids si on a la volonté. La volonté, les efforts. Et moi, là, quand je vois ça... si t'es gros, c'est un choix. C'est parce que t'es paresseux puis tu mets pas les efforts. Ouais. C'est fou. Je pourrais, moi, je sais plus de son nom, mais j'en suis une personne là, sur TikTok que je les adore, c'est juste dans son assiette. Puis récemment, elle avait. Elle est rousse, là? Non, c'est pas elle. Non, c'est ça. La rousse, celle qui est la plus connue. Elle a comme les cheveux courts, bruns, foncés. Puis elle était partie de TikTok depuis un méchant bout. Puis là, elle vient de revenir. Elle vient de mettre une nouvelle journée dans son assiette. Puis pour vrai, elle a eu plein de commentaires comme ça. Puis elle a expliqué son histoire dans une vidéo récemment. Puis elle a dit, tu sais, la gang, elle a dit, j'ai toutes fait les diètes, là. Je les ai toutes faites. J'ai tout essayé. Vous savez pas à quel point j'ai eu des troubles alimentaires, des troubles psychologiques. Un moment donné, elle a dit, j'ai voulu me tuer. Elle explique ça, là. Puis elle dit, là, je suis enfin heureuse, bien dans mon corps, tout ça. Puis mon corps, bien, là, il est comme ça. Puis il est gros. Puis c'est tout. Puis je suis comme... Effectivement. Elle dit, je joue au volleyball 3 fois semaine, je prends soin de moi. Tu sais, comme, ça n'a pas rapport. Ça n'a pas rapport. Tu peux être gros, tu peux être gros en bonne santé ou en mauvaise santé. Tu peux être mince en bonne santé ou en mauvaise santé. Le poids, ça balance. Pour ton corps, ça ne dit rien sur ta santé. Non. C'est tes habitudes de vie. C'est ça. Mais les gens, à cause des préjugés, prennent pour acquis, non, t'es gros, forcément, t'es paresseux. Forcément, tu fais pas attention à toi, tu vas juste au McDo. C'est tous ces préjugés-là, c'est ça qui est mis de l'avant. C'est des gros préjugés. Puis même à la télé... Mais je repensais à ça. Justement, hier, avant de venir ici, j'avais fait une publication par rapport à ça quand j'étais étudiante en nutrition sur mes réseaux sociaux. Quand tu regardes les films de Disney, là, quand on était jeune, souvent les méchants sont gros. C'est vrai. Souvent, les méchants sont gros. Puis les personnages, les gentils, les héros sont minces, sont délicats. Puis à la télé, là, c'est rare que le personnage principal d'un film va être gros. Généralement, les méchants vont être gros ou bien la personne grosse, ça va être le meilleur ami du personnage principal, puis ça va être le funny. Lui qui est drôle, mais il n'est pas populaire. Il n'est pas considéré attirant, mais il est ami avec le gars populaire que lui, il est beau. Puis, donc, pourtant, on s'entend que comme les personnes grosses sont en couple aussi, là, dans le sens que on pourrait les mettre dans un personnage principal aussi. Là, mais ça renforce tout. C'est vrai. La culture des en quelque sorte. Là, 100%. Puis nous, on voit ça, puis on consomme ce contenu-là, puis on s'en rend pas compte, mais ça nous rentre dans la tête, forcément. Oui, forcément. Donc, si tu veux être un main character, il faut que tu sois mince. Faut que tu sois mince. Il y avait eu un film à un moment donné, là, c'était horrible, le concept. Là. Il y avait eu une pétition pour l'enlever de Netflix, puis je pense qu'elle avait été enlevée, je sais pas si ça avait été remis, mais la fille, elle se faisait intimider, puis elle était grosse. Puis elle a eu un accident, je ne sais plus trop c'était quoi, puis elle a dû avoir une opération à la mâchoire, ce qui fait en sorte que la reconstruction de la mâchoire, je sais pas, fait qu'elle avait un appareil et elle pouvait juste se nourrir de smoothies ou puis elle a perdu du poids, de liquide, fait qu'elle a perdu énormément de poids, mais on s'entend, c'était zéro pour quelque chose de joyeux puis positif. Elle a eu une grosse opération, puis fait que c'était pas sain. Et là, elle retourne à l'école où est-ce qu'elle se faisait intimider par rapport à son poids. Ça, c'était la bande d'annonce, là. Puis là, soudainement, elle est super belle parce qu'elle est mince. Fait que là, tout le monde personne la reconnaît, puis elle est valorisée, puis c'est comme, oh my God, tous les gars s'intéressent à elle, elle est rendue cool, puis là, elle veut comme se venger vu que des personnes qui l'ont intimidée. Mais ça met tellement l'emphase que t'es gros, t'es intimidé. Donc, si tu deviens mince, les gens autour de toi vont t'aimer, tu vas être glorifié. C'est horrible. C'est horrible, là. C'est partout, là, tout ça, là. Donc, c'est vraiment insidieux. Puis, mettons des gens qui voudraient se diriger vers l'alimentation intuitive. C'est quoi comme les premiers pas vers une relation saine avec la nourriture? Pas nécessairement... Tu sais, l'alimentation intuitive, c'est comme, on dirait que c'est très galvaudé puis mis comme de l'avant, mais des fois, c'est un gros... Comme tu dis, c'est un long processus. Fait que, mettons des trucs vers avoir une relation plus saine, mettons, avec la nourriture. Parce que qu'est-ce qui est touché par rapport à ce que tu viens de dire par rapport à l'alimentation intuitive, c'est que les diètes, c'est rassurant pour les gens parce que tu sais exactement quoi faire. C'est un cadre. Tu te fais donner un cadre très rigide, très strict. Tu sais, OK, si je respecte ce qu'on me dit de faire, ben je vais l'atteindre mon corps supposément de moins 30 livres que la personne me promet. Mais l'alimentation intuitive, c'est pas des règles, c'est des principes pour te guider, mais il n'y a rien de précis. Donc, il y a un peu, pas laissé à toi-même, en quelque sorte. C'est propre à chacun. L'alimentation intuitive d'une personne peut varier d'une personne à l'autre. C'est vrai. Donc, ça peut être déstabilisant pour quelqu'un qui a enchaîné les diètes back-à-back. Bien là, t'es comme, OK, je fais quoi avec ça? Là? J'ai pas mon cadre rigide, je manque de guide. Mais je dirais
de retourner à l'intérieur de soi, de retourner à la base, puis de questionner ton corps avant de manger. Est-ce que j'ai faim en ce moment? C'est quoi mon niveau de faim? Pendant que tu manges, OK, mon rassasiement, où est-ce qu'il se situe? Est-ce que je commence à me sentir bien? Est-ce que je commence à me sentir pleine? Donc, de plus retourner à la base, qui est notre corps, puis d'écouter plus nos signaux, puis de reconnaître aussi la culture des diètes qui est omniprésente. Je pense que de la reconnaître, c'est déjà bien. Tu sais, de la pointer du doigt, genre. Juste comment tu catégorises les aliments. Ouais. La façon qu'on parle, là, ça a un impact. Si tu dis, par exemple, samedi soir, on écoute un film puis on s'achète de la scrap. De la scrap. Ouais. D'appeler les aliments de la scrap, des cochonneries. Ouais. Oui, c'est des aliments qui sont moins nutritifs, moins intéressants d'un point de vue nutritionnel, mais il n'y a pas de bons, de mauvais aliments, dans le sens qu'il n'y a pas un aliment en soi qui a la capacité de t'enlever ta santé. Non. Par exemple, le McDo qu'on parlait tantôt, de manger l'hamburger une fois, ça ne va pas enlever la santé d'une personne. Une salade ne va pas te donner la santé. C'est une question d'habitude, de fréquence. C'est sur du long terme, en fait. C'est sur du long terme que c'est important. Donc, en soi, de manger des chips, de la crème glacée, là, c'est pas mauvais pour la santé. C'est une question d'équilibre et de long terme. C'est ça. Donc, mais toute cette façon-là de parler, ça joue parce qu'après, si tu appelles ça de la scrap, après en avoir mangé, il y a plus de chances que tu te sens coupable, que tu te sens pas bien, que tu dis, là, demain, il faut que je fasse plus d'efforts. Là, j'ai mangé de la crème glacée ce soir, le fait que demain, là, ça va être la salade. Je vais retourner dans mes bonnes habitudes de vie. Donc, c'est vrai de travailler sur son langage par rapport à l'alimentation. Je trouve que c'est un bon premier step vers une relation plus saine avec l'alimentation parce que tu vas moins, justement, comme tu dis, rentrer dans la culpabilité après. Oui. Je trouve que c'est vraiment, vraiment un bon truc. Puis les surtout, mamans avec les enfants. J'allais dire tellement ça. Vous savez pas l'impact que vous avez. Parce qu'on le sait. Moi, mettons, je sais que ma mère, moi, c'est comme toi, elle a eu de l'impact sur moi. Tu sais, ma mère, elle a toujours voulu... C'est une femme très fière. Elle paraît super... Elle veut paraître bien. Puis je pense que elle aussi est tombée dans la culture des diètes malgré elle, là, dans le sens que c'était pas voulu là, qu'elle soit comme ça, mais elle me l'a nécessairement partagé indirectement, par son comportement qu'elle avait pour elle-même. Elle l'avait pas pour moi, là, elle me contrôlait pas mes portions puis tout, mais elle contrôlait les siennes. Fait que nécessairement, je l'ai vu, là. Je l'ai vu manger des biscuits soda pour dîner, là. L'intention n'était pas mauvaise, non. Mais ça reste que ça peut avoir un impact. 100%. Et à cette époque-là, il y avait moins de sensibilisation par rapport à la culture des diètes. Donc aujourd'hui, heureusement, vu qu'on est plus sensibilisé, il y a moins de chances qu'on le reproduise autant avec nos futurs enfants. Donc, la seule chose, c'est que vu que c'est justement plus sensibilisé, comme tu disais tantôt, les cultures des diètes deviennent plus déguisées. Oui, c'est ça. C'est ça aussi. Donc là, c'est encore plus difficile de le pointer du doigt parce que c'est pas aussi flagrant. Ah non, c'est sûr. C'est un autre challenge. Ouais. J'ai eu des questions de mes abonnés que j'avais envie de te demander. Tes recettes coup de cœur de tes livres, si tu pouvais en nommer seulement 5. C'est un autre livre. Tu as lui puis tu en as un autre. Oui, c'est ça. J'ai mon autre livre qui est Libre de manger, mon approche anti-diète, justement, en 80 recettes gourmandes et nutritives que j'ai sorti en 2021. Mais, OK, dans celui-là, la Bible des collations, je peux pas ne pas nommer les muffins macchiato caramel. Oh mon Dieu. Donc, ça, c'est des muffins café avec des pépites de caramel puis un petit crumble sur le dessus. On dirait des muffins du Tim Hortons. Ils sont gros, sont beaux. Ils devraient être au début. Au début. C'est eux. Puis je vais juste montrer la page. Ça donne faim. Oh my God. Donc, forcément, c'est sûr qu'il y a eux. Mes galettes d'avoine au petit pois et chocolat blanc. Donc, ils sont tout verts. Il y a des petits pois. Mais ça goûte pas. Je vous promets, ça goûte pas. Ça goûte pas. Ça goûte pas. Mon chum, c'est bien un aliment qu'il déteste dans la vie, c'est les petits pois. Puis il n'y a pas de vinaigre qu'il y en avait dedans. Donc, ça ne goûte vraiment pas du tout. Sinon, mon Dieu, mon pain, date, cheddar, pomme et chocolat noir. C'est sucré-salé. C'est quelque chose. Et sinon, dans mon premier livre, je vais nommer ma recette la plus populaire sur mon site web, mon tofu au lait de coco épicé. Si les gens ne l'ont pas essayé, j'ai jamais essayé. Il faut que j'essaye. Il faut que tu essayes ça. En plus, il me reste une canne de lait de coco chez nous en plus. OK, c'est pour le tofu au lait de coco épicé. Non, on le fait une fois par semaine chez nous. Ah ouais? Tout le temps que je le fasse, puis on se tanne pas, là, ça fait des années. Puis mon pad thai à la PVT. Donc, pad thai végétarien à la protéine végétale texturée de mon premier livre qui est un chef-d'œuvre. Parfait. Mais quelqu'un qui demandait si le fameux meal prep, c'était comme overrated, puis avoir ton opinion là-dessus sur tout ce qui est meal prep.
Je trouve que le meal prep, c'est une très bonne façon d'organiser ses repas. Quand on est pressé, soir de semaine, c'est pas tout le monde. Ça dépend du contexte de vie de la personne, mais si tu arrives chez toi puis tu n'as pas le temps de faire à manger ou ça te tente pas, puis que toi, ça te tente le dimanche de prendre ton après-midi puis de tout organiser, ben go for it. Je pense que c'est d'adapter ça à chaque les gens ont personne. associé le meal prep beaucoup trop au poulet, brocoli, riz. Ouais. Le meal prep, ce n'est pas ça. Puis si vous avez... Parce que la personne, elle disait, je vois juste passer dans mes réseaux sociaux. Puis j'étais comme, si tu vois juste passer dans les réseaux sociaux, là, change ton algorithme, suis d'autres mondes. Comme si c'était juste la combinaison. Oui, là, mais du meal prep, c'est de préparer des repas, peu importe c'est quoi. Ouais. Fait que comme que tu prennes 5 recettes dans le livre, dans ton premier livre, ou poulet, brocoli, riz, C'est ça. du meal prep, c'est de la préparation. Ouais. Fait que moi, c'est ça, il faut enlever le concept dans notre tête. Puis je pense que ça a été créé encore une fois par la culture des diètes, parce que c'est comme si le meal prep a été associé à la perte de poids. Ouais. Ça n'a pas rapport, là. Mais je sais pas pourquoi Moi non plus. c'est ça qui a commencé. Peut-être poulet, c'est une protéine que les gens connaissent bien. Ouais. Brocoli vapeur, genre, Ouais. c'est facile. Puis le riz, ben, c'est parce que c'est... Je sais pas. Je sais pas, c'est commun, des aliments communs, mais crème, ça peut être plate, là. Ah, c'est plate J'espère longtemps. qu'il faut mettre des petites épices, de la petite sauce. Ça peut être bon, mais faites pas ça à chaque semaine. Là. Non. Ça va être redondant. C'est ça. C'est comme mon pâte de taille, je l'aime, mais je le ferai pas. Mon tofu, je le fais à chaque semaine, mais je le mange pas à tous les jours. Non, là. exact, Donc, c'est si ça. vous mangez la même chose à tous les jours, à un moment donné, vous allez vous tanner. Ah, c'est La sûr. notion de plaisir, c'est important, là. Si t'es Vraiment jamais important. satisfait de ce que tu manges, Ouais. ben, tu n'auras pas de plaisir, puis tu vas commencer à craver, puis avoir des fortes envies de certains aliments que tu t'empêches de manger. Là. Exact. Donc, Puis tu sais, comme ça peut être bon et nutritif. Tu sais, comme oui. ça peut être Puis les ça deux. devrait là. être ça, en C'est fait. ça. C'est- Alors, moi, pour vrai, mes repas, je les crave toutes. Là. Je les trouve tous très bons. Là. Puis je mange super sainement. Fait que ça, c'est très possible de bien manger et de manger savoureux. C'est ça. Très possible. Puis parce que tu écoutes tes envies. Oui. Tu sais ce que tu aimes, puis tu t'écoutes. Donc, demandez-vous, c'est quoi que vous aimez? Est-ce que c'est le poulet, puis c'est le brocoli, puis le riz, ou toi, tu préfères le tofu ou les crevettes? Puis tu peux manger d'autres choses. Tu n'es pas obligé de manger la même combinaison tout le temps. Donc, Puis arrêtez de mettre des aliments comme ça dans des cases. Là, des aliments comme, bon, ça, c'est dans la case pas trop souvent, pas bon. Faut arrêter de faire ça. Là. C'est vraiment Écoutez-vous, important. puis explorez, puis essayez des nouvelles recettes. Puis c'est le fun de cuisiner, puis c'est un plaisir de manger. Donc, essayez des nouvelles affaires. Très d'accord. Ton opinion maintenant sur les poudres de protéines. Ça, c'est une personne, en fond, qui dit qu'elle étudie en... Je me sais plus en quoi, là, mais il me semble en technique diététique, je sais pas trop quoi. Okay. Puis elle disait, est-ce que c'est vrai que ça peut détruire notre microbiote? Oh mon Dieu, ça, c'est une grosse question bonne question. Que peut-être qu'un nutritionniste de sport pourrait donner plus d'informations en détail par rapport à ça. Mais honnêtement, je dirais que généralement, les poudres de protéines, ça peut être intéressant, mais je pense pas que la majorité des gens en ont besoin. Moi non plus. On peut très bien aller chercher son besoin de protéines dans des aliments plutôt que de se tourner vers des poudres ou des pilules, ou peu importe. Il y a tellement d'aliments protéinés, donc tu peux te faire un smoothie protéiné après ton entraînement, puis tu n'es pas obligé d'aller chercher ton apport en protéines dans les 30 minutes forcément après ton workout. Si dans ton prochain repas, tu as des protéines, ça va t'aider dans ta récupération. Donc, Puis, tu sais, un shake, ça peut avoir des protéines sans avoir de poudre de protéines. Tu sais, tu peux avoir du yogourt grec, tu peux avoir du tofu soyeux, tu peux avoir tellement de choses dans un... Fait que moi, je suis d'accord avec toi que comme moi, pour vrai, de la poudre de protéines, j'en consomme vraiment pas beaucoup. Là, comme je suis vraiment pas une grande consommatrice de poudre de protéines. Puis souvent, on me demande c'est quoi tes poudres préférées. Puis je suis comme, mais j'en ai, mais c'est pas un truc que... Je consomme pas ça à chaque jour, je m'entraîne à chaque jour, tu sais, fait que ça n'a pas de lien, là, fait que... On n'a pas forcément besoin. Non. Mais je pense que c'est très trendy. Oui. Tu sais, ces réseaux sociaux de montrer sa journée, puis là, la personne prend sa petite poudre de protéines, puis là, elle shake, puis là, je sais pas, il y a quelque chose de populaire par rapport à ça, c'est à la mode, donc tout le monde veut sa petite poudre de protéines. Puis je pense que c'est niaiseux, mais tu sais, c'est pas cher à produire pour les compagnies. Je pense que c'est un... Mais c'est cher. Mais je pense que c'est un bel item, comme... comment je pourrais dire ça? Genre, tu sais, pour les compagnies de suppléments, c'est comme facile à faire, j'ai l'impression. Puis ça doit être comme un... Mais, tu sais, vous avez le droit de consommer de la protéine en poudre. Là. Ça vous aide à... Ah oui. Ça vous aide à... Mettons, t'aimes pas le yogourt grec, là. Puis là, tu mets de la petite poudre de protéine pour améliorer le goût. Moi, j'en ai pas de problème avec ça. Ça se conserve longtemps. Oui, c'est sur ça. le comptoir. Donc, il peut y avoir des côtés positifs à ça également. Là, si pour vous, ça vous convient, prenez-en. C'est ça. Mais ça reste, ça coûte cher. Puis tu peux facilement aller chercher tes besoins de protéines dans des aliments. Donc, est-ce que vous en avez besoin? Vous pourriez très bien ne jamais en prendre puis être très actif. C'est ça. Exact. Là, j'avais une question un peu... bon, je vais quand même la poser. Notre opinion sur les plateformes d'entraînement qui proposent également des types de diètes cachées. As-tu une opinion là-dessus? Ben, je dirais ça dépend. Est-ce que
si, mettons, parce que des fois, il y a des plateformes qui ont comme 2 volets, là, le volet entraînement puis le volet nutrition. Si tu tripes sur le format d'entraînement de la plateforme, peut-être que tu peux juste faire le volet entraînement sans forcément faire le volet nutrition. Puis encore là, si la personne sur leur plateforme de réseaux sociaux, ils partagent des photos avant-après, puis que ça vient te trigger, te culpabiliser, peut-être ne pas les suivre sur leurs réseaux sociaux, puis juste faire le volet entraînement. Mais encore, il y a des plateformes d'entraînement comme la tienne qui n'est pas culpabilisante, puis qui n'a pas de diète cachée. Donc, peut-être se tourner également vers une plateforme qui en a juste pas, en fait. Là. Fait que... Moi, j'ai mon opinion, c'est que, comme tu vois, je suis un peu comme... J'encourage beaucoup le monde à bouger. Fait que moi, je veux juste que les gens aiment bouger. Mais là, ce que j'ai découvert, puis parce que moi, je consomme pas ces contenus-là. Là. Je consomme pas la compétition puis tout ça, OK? mais un moment donné, j'étais dans un gym d'hôtel ou de condo, je sais pas trop quoi, là. Puis il y avait quelqu'un qui faisait des programmes d'une autre entreprise que je n'aimerais pas, OK? Mais durant les programmes, durant les pauses, OK? Il y avait des annonces de produits amaigrissants. Dans les pauses. Mettons, on prend une pause d'une minute et quart entre les 2 circuits pilates, OK? Mais dans la pause d'une minute et quart, il y avait une annonce dans son DVD. Mais c'est pas un DVD, là, mais dans sa vidéo d'entraînement, pendant la pause d'une minute et quart. Fait que là, tu peux faire les entraînements seulement, mais tu as la pause qui arrive avec. Fait que là, j'étais genre, OK, bon, on s'en sort jamais, là. Non, c'est ça. J'ai rien demandé. C'est ça. Fait que là, moi, ça a fait, ben là, je peux plus être d'accord, là. Comme, j'essayais de trouver une bonne façon d'être d'accord, mais je peux plus, là. Mais ça, c'est intense. Là, j'étais traumatisée, j'étais comme, OK, mais c'est partout, là. Fait que là, j'ai fait, bon, j'aimais le fait que les gens pouvaient bouger avec ça, mais là, je peux juste plus. En tête à moi, ça va t'amener à travailler dans ton cerveau qu'il faut que tu changes, qu'il faut que ton corps change, puis c'est là que ça devient mauvais, puis moi, c'est là que je suis comme, je peux juste pas être d'accord. Fait que mon opinion, c'est qu'il en existe tellement maintenant des plateformes qui sont saines. Je ferais, tu sais, Short and Sweat, c'est la mienne, c'est, oui, OK, elle est saine, mais je suis sûre qu'il en existe d'autres, mais, tu sais, essaye Short and Sweat, essaye de voir c'est quoi. Toi, tu es dessus, tu l'as essayé, tu le sais, tu le vois. Merci. Mais tu le vois qu'on est comme vraiment, moi, c'est pour vrai, là, on modère même là, le contenu des gens qui publient, puis on va les éduquer. Fait que si, mettons, quelqu'un met une photo avant-après, on va aller l'éduquer pour lui dire que, en fait, dernièrement, c'est arrivé, puis j'ai dû écrire à la personne, j'ai dit, tu sais, t'as mis ton avant-après, pas en termes de perte de poids, mais en termes de, elle dit qu'elle avait comme désenflé, moins d'enflure, puis tout ça. J'ai dit, mais tu sais, telle personne, sache que la photo que tu as mis, que tu as la face triste, puis l'autre, après ça, tu as la face contente parce que tu as un corps qui est différent. J'ai dit, il y a une personne, là, que ton corps d'avant, là, c'est son corps de rêve. Tu es en train de vraiment créer un trigger chez cette personne-là, que son corps qu'elle vise de rêve ne sera jamais suffisant. Puis moi, j'essaierai juste de les éduquer dans la bienveillance. Fait qu'on l'a supprimé, sa publication. Mais on fait ça, on fait de la modération comme ça, tu sais. C'est une bonne chose. Puis c'est l'éducation. C'est l'éducation, c'est ça. Puis ça, je pense, elle existe. Il faut juste que les gens sachent qu'ils peuvent le consommer puis le trouver. Puis qu'il existe d'autres choses. Puis que ça va être tout aussi, même meilleur pour toi. Puis ça sera peut-être pas une perte de poids en 30 jours, mais ça va être un changement positif pour toujours, tu sais. Oui, pour se sentir bien à tous les niveaux, autant dans ton corps que dans ta tête. Puis c'est ça, il y a une façon de bouger puis d'avoir du plaisir. 100%. Donc, c'est de trouver qu'est-ce qui est adapté pour toi. Exact. Puis là, as-tu des prochains projets que tu peux nous parler? Oui, j'en ai plusieurs en 2024. J'ai eu beaucoup de demandes parce que je ne fais plus de consultations individuelles. J'en faisais un petit peu en 2020 quand j'avais gradué. Mais là, je vais commencer à vendre des formations de nutrition en ligne. Donc, pour les gens qui aiment mon approche, pour aider les gens à avoir de meilleures habitudes de vie, mais tout en conservant une belle relation avec la nourriture et leur corps. Donc, je vais commencer à vendre une première formation dans ce but-là, d'aider les gens à améliorer leur habitude alimentaire et avoir une belle relation avec la nourriture, leur corps, adopter l'alimentation intuitive. Donc, on va surveiller ça de près. Oui, fait que c'est ça. Puis plein d'autres projets, dont un gros avec Sarah, qui est chez mon podcast. Donc, quelque chose qui est très aligné avec ce qu'on fait déjà, mais en même temps qui est complètement différent. C'est un tout nouveau projet, carrément. Là. Fait que ça s'en vient. Là. Peut-être au printemps, on devrait lancer ça. Bon, c'est bientôt. Ça arrive. Ça arrive vite, mon Dieu. On veut le printemps, mais si c'est pas prêt à ce moment-là, ça va décaler à l'automne. Mais parfait. À suivre. OK. Là, pour mes petites questions en rafale. Ta suggestion lecture?
Oui, j'ai suggéré un livre que j'ai découvert cette semaine par rapport à la culture des diètes, justement. OK. Ça s'appelle Maudite diète de Tania Valiquette, nutritionniste. C'est la maudite nutritutrice, je ne me trompe pas, sur les réseaux sociaux. Puis c'est un livre sur la culture des diètes. Puis je trouve qu'il est bien expliqué, il est bien vulgarisé, bien imagé aussi. Donc, je trouve que pour le public, c'est un bel outil pour en apprendre plus sur la culture des diètes. Moi, je vous dirais celui que j'ai lu, comme je dis tantôt, là, celui de Karine Gravel, de la culture des diètes à l'alimentation intuitive, parce que j'ai trouvé que chaque page apprenait par une étude, elle a vraiment comme des concepts que je trouvais que c'était moi aussi très éducatif puis très intéressant. Puis des petites anecdotes aussi. Oui, vraiment. Des clients aussi. Elle nomme pas le client, mais elle va nommer la situation du client. Puis je trouve ça super intéressant. Ta suggestion podcast? Oui, dernièrement, j'aime beaucoup le podcast. Le mien aussi, de Complicité autour d'un café avec ma belle amie Sarah. Mais j'aime beaucoup le podcast dernièrement de Ouvre ton jeu. Oh, je l'adore. T'es la première qui le suggère. Je l'aime tellement. Oui. Ouvre ton jeu. On est en amour avec toi, Marie-France. Marie-Claude. Marc-Claude, excuse-moi, j'avais Marie-France à cause de... En tout cas. Mais Marc-Claude, je l'aime tellement, son podcast. Tu le vois que quand tu es avec elle, les gens s'ouvrent. Oui. Carrément. Ouvre ton jeu, confiance. Puis j'ai l'impression qu'avec elle, je pourrais tout te dire. Je pourrais aussi. tout te dévoiler. Je pourrais pleurer à son podcast. Oui, c'est ça. Les gens, OK, je vais le mettre dans l'univers. OK? Un de mes rêves, c'est d'aller sur le podcast de Marc-Claude Barrette. C'est un de mes rêves. Je l'écris ici, je le dis fort. Je l'adore, son podcast. T'envoyer. Oui. OK. Ton meilleur conseil bien-être? Oui, je dirais d'écouter davantage son corps, autant ses besoins que ses envies sans jugement. Autant au niveau de l'alimentation, mais également, si tu as besoin de ralentir, si tu as besoin de te coucher plus tôt à soir, si là, tu n'as pas d'énergie puis tu voulais travailler en soirée, mais finalement, ça te tente juste d'écouter une petite série Netflix avec ton chum. Donc, d'écouter davantage son corps à tous les niveaux puis sans le juger. On est tellement difficile envers nous-mêmes. C'est vrai, très vrai. D'être plus doux envers nous-mêmes. Un devoir, ce serait peut-être pas dans le même sens, là, ton devoir pour nos auditeurs? Je dirais de reconnaître comment la culture des diètes a impacté votre vie. De reconnaître tous les petits mécanismes, un petit journaling. les petites pensées. Par exemple, est-ce qu'après souper, vous avez tendance à vous brosser les dents tout de suite après souper pour plus remanger en soirée? Est-ce que vous avez tendance à pas manger justement en soirée parce que tu te dis, c'est une croyance que tu as. Donc, c'est quoi tous ces petits mécanismes-là? Parce qu'on en a des fois des petits automatismes qu'on fait depuis toujours, qui sont dus à quelque chose qu'on a vu ou entendu, puis qui sont restés. Donc, questionnez-vous sur ça, puis ça part d'où? Puis remettez ça en question. À quel point c'est pertinent, à quel point c'est vrai. Donc, de remettre les choses en perspective. C'est vraiment un bon devoir, puis c'est un bon devoir de journalisme, je trouve. Tu peux journal là-dessus. C'est une prise de conscience, en fait. Donc, puis on en a tout à certains niveaux, donc c'est d'en prendre conscience. Puis, c'est vrai. Ouais. Puis, où est-ce qu'on peut te trouver sur les réseaux sociaux et les internets? Oui, c'est libre de manger partout. Donc, sur Instagram, TikTok, Facebook, Pinterest. Mon site web, libredemanger.com. Puis en librairie. Oui. La Bible des collations. Partout. Librairie, Costco et Walmart. Costco? Oui. Wow! Quand j'ai appris la nouvelle, My God! Je criais chez nous. C'est vraiment dur rentrer au Costco. Fait que, incroyable. Félicitations. C'est sûr. Félicitations. Merci d'être venue sur mon podcast. En plus, je suis la première qui te reçoit. C'est vraiment cool. J'ai en plus un autre podcast la semaine prochaine, mais c'est ma première expérience de podcast. T'as été super bonne. T'as été super bonne. Merci beaucoup. Je suis vraiment contente. Merci pour l'invitation. Ça me fait plaisir. Bye tout le monde.